Léla. Bienvenue dans ce talk show qui a pour objectif de mettre en avant des parcours inspirants et je suis certaine que le tien va inspirer beaucoup de personnes qui cherchent leur voie, que ce soit leur voie professionnelle ou personnelle et qui cherchent à y mettre du sens. Donc merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et pour commencer cette interview, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, d'où est-ce que tu viens, tes racines, tes origines? Alors, on va recommencer, on va remonter assez loin au XXe siècle. Euh, alors, je suis né dans le Nord, à Roubaix. Et je pense que c'est assez intéressant pour la suite parce que j'avais coutume de dire, ben, quand tu es né à Roubaix, où que tu ailles, tu as l'impression d'être en voyage, en fait. Alors, donc, quelque part, dans ce que je fais maintenant, il y a sans doute une partie de ça où ben, je faisais 5 km, 10 km, j'avais déjà l'impression de voyager parce que le Nord-Pas-de-Calais, c'est une région que je continue à aimer beaucoup, qui est très caractéristique. Mais n'empêche qu'au niveau touristique, même si ça évolue, c'est pas tellement l'image qu'on a en tête, contrairement à, par exemple, en arrière-plan. Donc, bah, dès que je bougeais un petit peu, j'avais vraiment l'impression de m'évader et de trouver des endroits superbes. Donc, je pense que ça nourrit un peu ma vocation pour la suite. Ce que tu fais aujourd'hui et on y viendra. Voilà, donc bon, on peut le dire en deux mots. Donc, j'ai créé il y a environ 8 ans maintenant une agence de voyage sur mesure qui s'appelle Eric and the Trip. J'ai coutume de dire, bah, Eric, c'est moi. Moi, comme ça, quand les gens m'appellent, ils savent, ils tombent sur moi. Et The Trip, donc le voyage, tout modestement. Ce que j'ai aussi l'habitude de dire, c'est le voyage, c'est ce qu'on n'a pas pu faire pendant 2, 3 ans pendant le Covid, mais depuis, tout le monde s'est bien rattrapé. Exactement. Alors pour arriver au voyage, est-ce qu'on peut déjà un petit peu peut-être faire un voyage encore dans le temps? Donc après, donc tu viens de Roubaix et qu'est-ce que tu as fait comme étude quand tu étais quand tu Ouais, étais donc j'ai un profil scientifique, à savoir que bon, j'avais un bac scientifique, après j'ai fait classe préparatoire, et j'ai intégré une école d'ingénieur Mhm. qui était l'école des mines à Nancy. Et il se trouve que dans mes nombreuses plurielles passions, j'ai toujours aussi été passionné de géologie. Et j'avais ça en tête aussi, hein. Et alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai intégré une école des mines, qui est censée être un peu spécialisée sur ce type de sujet. Et en fait, à la fin de mes 3 ans d'études d'ingénieur, moi, j'étais un peu frustré. J'avais insuffisamment fait de géologie. Et donc, pour assouvir ma passion, déjà à ce moment-là, à 20 ans, j'ai décidé de faire une thèse, en fait, une thèse de doctorat, en me disant, bah, je vais passer 3, 4 ans sur un sujet, mais vraiment approfondir ce qui m'intéresse. Mhm. Et j'en ferai sans doute pas mon métier après. Mais c'est pas le sujet, je vais me faire plaisir déjà. Donc je vais aller creuser, alors au sens propre, hein, puisque c'est en étant ingénieur des mines, creuser le sujet. Et donc j'ai fait un doctorat à l'école des mines, School à Paris, qui était sur un sujet, alors lui, il est à peu près compréhensible, parce que souvent les thèses, c'est parfois un peu abscon quand on n'est pas dans le domaine, qui était l'étude de l'environnement géologique d'un gisement de tungstène dans les Pyrénées. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on en reparle régulièrement, parce que maintenant, vu avec la rareté des métaux, on reparle de rouvrir des mines en France, dont l'endroit où j'étais allé faire ma thèse. Voilà, donc j'ai fait 3 ans à travailler sur un sujet assez divers et approfondir, vraiment aller au bout du bout d'un sujet. Et donc à la La suite, géologie, excuse-moi Eric, ouais, pourquoi ce domaine en particulier? Est-ce que tu l'expliques oui, aujourd'hui ou je pas? peux l'expliquer. Mhm. Il y a une double, je pense qu'il y a une double origine en fait. Bon, j'ai toujours été attiré aussi par ce qui était nature. Déjà, tout petit, voilà, je faisais partie ça existait déjà, des associations de protection de la nature. Bon, ces sujets-là m'intéressaient beaucoup. J'ai souvenir, même à côté de Roubaix, pardon, la nuit, d'aller écouter dans les forêts le cri des chouettes, bon, ce genre de choses-là. Et donc, il y avait cet aspect intérêt pour la nature. Mhm. Et aussi fort intérêt pour ce qui était sciences plus dures, savoir maths et physique. Et en fait, la géologie, c'est un peu au milieu de tout ça, parce que tu fais t'as une partie nature, toucher des pierres, les cailloux, et tu as une partie aussi maths, physique. Et donc, en fait, la géologie, ça me permettait de croiser les deux. Donc, c'est sûr que
bah oui, j'avais aussi déjà petit, je faisais partie de clubs où avec mon petit marteau, j'allais casser des cailloux pour trouver des minéraux, des choses comme ça. Ça m'a poursuivi pendant longtemps. Et donc, à un moment donné, je dis, ben, si je veux assouvir cette passion, c'est pas. Alors, parfois, on prouve le contraire, on verra, mais c'est pas peut-être à 30 ou 40 ans. Je me dirais, bah, tiens, maintenant, j'ai envie de faire 3 ans de géologie. Et je vais dire à ma boîte, ben voilà, je prends un petit chemin de traverse. Je veux creuser vraiment ce point. Je m'étais dit à ce moment-là, je vais le faire au début de ma carrière professionnelle, mais en étant assez clair sur le fait que après cette thèse, pour moi, j'allais partir dans un autre domaine. Mais je veux dire, c'était pas frustrant, je l'avais déjà intégré. J'avais pas une volonté de faire toute ma carrière dans la géologie parce que j'avais pas envie d'aller, par exemple, sur une plateforme pétrolière ou ce genre de choses. Oui. Mais le moyen d'assouvir la passion, ça a été pour moi de faire une thèse. En fait, j'ai pas fait une thèse en me disant je vais faire un doctorat et qu'est-ce que je vais faire, histoire d'avoir un diplôme plus 7, plus 8. Non, c'est plutôt de dire, j'ai une passion qui est la géologie, comment je fais pour l'assouvir pendant 3 4 ans. Incroyable. J'ai déjà vu ce genre de discours. Il y a plein de gens comme ça qui font des thèses, pas forcément pour augmenter leur niveau d'études ou leur nombre d'années d'études, mais plus pour assouvir cette soif de comprendre un domaine en particulier ou un sujet qui les intéresse. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, d'ailleurs, à ce moment-là, donc c'était aussi fin du XXe siècle, donc j'avais une bourse comme souvent les thésards, mais à ce moment-là, c'était même pas, si tu veux, j'avais pas de salaire, quoi. Et donc, ça veut Mhm. dire que j'ai même pas cotisé pour la retraite à ce moment-là, quoi. Donc, c'est le genre de sujet. En fait, des années après, tu te rends compte, tu te dis, bah oui, mais bon. Mais à ce moment-là, c'était vraiment pas le sujet, parce que quand tu as 25 ans, on se passe ce genre de points. Bien sûr. Mais voilà, donc ça a duré pendant 3 4 ans. Je passais pas mal de temps, comme on dit, sur le terrain, dans les Pyrénées, parce que je faisais la cartographie. Donc, voilà, je me suis éclaté pendant 3 4 ans à faire ça. Et puis après, on va y venir. Après, j'ai pris un chemin, entre guillemets, plus classique d'ingénieur. Et alors avant d'y aller, est-ce que donc t'es allé dans les Pyrénées, pourtant Roubaix c'est aussi une zone où il y avait des mines si je me trompe pas. Ouais, Du enfin, il y avait des mines, charbon. enfin, au sud, il y avait le bassin minier, c'était des mines de charbon, en fait, hein, Oui, qui déjà étaient à peu près fermées à ce ok. moment-là, quoi. Là, l'idée, en fait, c'était, pour creuser un tout petit peu, le tungstène, c'est un métal dit stratégique, encore maintenant. Et donc, ma bourse est en partie financée par l'Europe, parce que l'idée, c'était de savoir où est-ce qu'il y avait des ressources de tungstène en Europe, et notamment en Ouais. France. Et le sujet, il est encore plus, c'est intéressant, parce qu'il est d'actualité maintenant, je vois régulièrement des sujets qui reviennent là-dessus, parce que en termes d'indépendance économique des pays, etc., ça fait partie des sujets importants. Donc régulièrement, ça revient, et puis en fonction du cours de tel ou tel métal, on dit, bah, peut-être plutôt que d'importer ce métal-là, peut-être qu'on pourrait en trouver chez nous et l'extraire. Après, c'est une question de coût aussi, mais typiquement le tungstène, j'ai revu un reportage il y a une semaine sur une autre mine pas loin qui avait fonctionné dans les Pyrénées. On se pose la question de rouvrir ou pas. Avec tous les sujets qui à l'époque n'existaient pas, il y a 30 ans de ça, qui était bah, tout l'impact environnemental que peut avoir une mine il y a 30 ans, tout le monde se foutait, pour être clair, hein. Maintenant, bah, voilà, on se pose beaucoup Hmm. plus la question à juste raison. Ok. Mais Wow. donc, dans le Nord, la question, enfin non, il n'y avait pas de mine. Et puis là, je te dis, c'est parce que c'est un sujet qui a été proposé avec Pensé par. financement, notamment de la communauté européenne. Donc, voilà. Et donc, ça, j'ai fait ça. Alors, c'était intéressant parce il y a plusieurs écoles des mines en France. Et en fait, j'avais un directeur de thèse qui était à Nancy, un autre à Paris, le troisième à Saint-Étienne. Donc, ça me permettait de voir pas mal de personnes, d'explorer différents domaines de la géologie et de me faire plaisir. Et il faut le rappeler, les mines, c'est quand même une école qui est bien réputée. En tout cas, le groupe. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que enfin, je savais aussi que en faisant ça, c'était un petit pas de travers, mais que ça allait pas euh, être un obstacle pour la suite. Parce qu'en fait, c'est un sujet que tu apportes peut-être aussi, mais ça peut être un point de dire, ben oui, mais face à un recruteur, et oui, mais je comprends pas, en gros, vous changez d'avis tout le temps, pourquoi vous avez fait 3 ans de géologie, puis maintenant vous voulez faire, je sais pas, une carrière de, j'en sais rien, moi, d'auditeur financier, c'était pas le cas. Mais là, en fait, d'une part, moi j'avais déjà la cohérence par rapport à ça, je pouvais expliquer, et Hmm. puis bon, la base du diplôme, que c'était un diplôme généraliste, je savais que, en plus à cette époque-là, qu'en principe, ce serait pas trop compliqué pour trouver quelque chose, un métier, Mhm. un poste qui allait m'intéresser. Génial. Donc, tu as eu cette thèse que tu as eue avec mention, si je ne me trompe pas. Oui, bah, tu sais, il y a toujours une terminologie dans les mentions pour les thèses. Alors en fait,
là, c'est la mention, je pense, de mémoire, hein, c'est un truc du genre très honorable, je pense. Mais c'est toujours, alors quand tu dis ça, tu dis, ouais, c'est pas terrible, mais il y a un jargon, en fait, hein. Mais bon, peu, peu importe. Mais c'est drôle parce que alors quand tu regardes ça avec du recul, quel que soit le sujet, ça m'arrive pas tous les jours de relire un peu la thèse elle-même. Mais quand tu relis un peu, tu te dis, voilà, mais j'emploie des mots, il y a la moitié des mots, mais toi, je comprends plus, je sais pas ce que ça veut dire. Et puis, et d'un autre côté, parfois, je retrouve ce que ça peut se trouver, elle n'est pas en vente à la Fnac, mais bon, on peut la trouver. Où j'ai eu aussi enfin, petite satisfaction. Alors, j'avais un de mes directeurs de thèse, en fait, qui faisait pas mal de cartographie et la carte géologique du secteur dans les Pyrénées. Ça met du temps, hein, pour être édité, ça a été édité il y a 4 5 ans. Parce que le rythme des parutions scientifiques voilà, il est ce qu'il est. Et là, en tout cas, la carte définitive du secteur est parue. Et en fait, j'étais cité dans les sources. Donc, je dis, ouais, ouais, c'est toujours sympa de se dire 20, Cool, 30 ouais. ans après, voilà, tiens, mon travail, il a servi un petit peu aussi. Bravo. Et donc, après cette thèse, qu'est-ce que tu as fait, Eric? Ouais, alors après cette thèse, donc bon, étant clair sur le fait que je voulais plus faire de géologie, et surtout pas un travail de chercheur aussi, on peut en parler parce que c'est assez spécifique aussi, j'avais pas une vocation à être chercheur toute ma vie. Donc en fait, j'ai cherché un poste à une époque où en fait tu faisais 10 candidatures spontanées, je sais pas, moi j'ai dû avoir 5, entretiens systématiques et puis 3 4 propositions de poste, tu vois. Donc il y a eu des périodes comme ça où c'était très très facile. Et en fait, j'ai postulé notamment chez Danone, le groupe Danone, une candidature spontanée en fait, hein, par rapport à mon profil. Et puis il se trouve que on m'a proposé un poste qui était un poste d'ingénieur en packaging, développement packaging, et à Evian. Alors tu vas me dire, développement packaging, bah pourquoi? Parce que c'est vrai que ça n'avait pas tellement aucun lien avec ce que j'avais fait avant. Sauf que c'est un poste qui est quand même aussi assez généraliste, donc par rapport à ma formation, mon profil les intéressait. Ça, c'est la première chose. Et il se trouve que c'était Evian, parce que Evian fait partie des eaux minérales gérées par le groupe Danone, au même titre que Badois, Volvic, la Salvetat. Donc Evian, comme beaucoup de personnes à ce moment-là, donc venant du Nord ou autre, je ne savais pas forcément où ça se trouvait. Parce que déjà à l'époque, j'ai envie de dire, Annecy, les gens arrivent à peu près à situer, mais Evian, c'était Mhm. déjà plus compliqué. Ça existe toujours un petit peu, quoi. Les gens confondent, ah oui, Evian, c'est au bord du lac d'Annecy. Non, pas du tout. Ça, c'est une première chose. Et il se trouve que dans mes autres passions, je suis aussi passionné de ski de fond. Et il se trouve que ben, je me suis dit, tiens, un poste qui me semble intéressant dans une région en creusant qui est aussi intéressante, où je pourrais aussi skier pas mal. Ça me semble pas mal. Donc j'ai commencé voilà Evian. Il y a plus de et puis j'ai passé ensuite pour revenir en détail, j'ai passé plus de 25 ans chez Danone à Mhm. avoir plusieurs 6 7 postes différents. J'étais toujours basé physiquement à Evian, Mhm. mais j'ai eu des postes où parfois j'étais les 3 quarts du temps à Paris, etc. Mais j'ai toujours eu ma base évianaise. Et oui, comme je le dis, bon, le ski, c'est une petite partie. Je pense que peut-être que le même poste dans la Creuse, peut-être que je n'aurais pas accepté. N'importe quoi comme poste à Evian, je n'aurais pas accepté non plus. Mais là, c'était un bon compromis. Enfin, un bon combo plutôt que compromis pour commencer une carrière classique d'ingénieur. Génial. Donc, ingénieur packaging, tu dis que tu as Ouais, fait 25 ans dans la même entreprise. Donc, ouais, quels sont les autres postes, sans forcément rentrer dans le détail, mais tu as fait ouais. ingénieur packaging ensuite? Ouais, donc comme bon, commencer par le développement packaging. Donc en fait, c'est un poste qui t'ouvre sur pas mal d'autres secteurs enfin, dans une société, en fait, hein, Mhm. parce que j'ai contact avec bon, industriels aussi, financiers, etc. Et Ok. assez rapidement, je suis passé sur des postes plus logistique et supply chain, parce que globalement, alors c'est lié aussi à mon passé, bon, ceux qui ont un profil scientifique, souvent ils sont plus maths ou plus physique, enfin bon, moi j'étais plus maths en fait. Et, et ces postes-là, où il faut manipuler des chiffres, bah, ça me plaît. Donc j'ai eu 2 3 postes à dominante logistique supply chain, à savoir que j'ai fait beaucoup de planification de production, sans rentrer dans le détail, donc
prévoir les productions à venir d'Évian, répartition entre les pays, bon, ce genre de choses-là, sur du court terme, sur du moyen terme. J'ai été un peu dans la continuité. Enfin, oui, j'ai géré toute la logistique de l'usine à Évian. Donc, il y avait à la fois un aspect encore planification, etc., mais aussi un aspect plus concret, plus pratique, avec la gestion humaine. À savoir que à Évian, l'usine, je devais avoir une équipe à peu près de 100 personnes. Il y avait beaucoup de caristes, notamment. Il y a la gestion des trains aussi. Je ne sais pas si tu sais, mais Évian, la gare d'Évian, la gare dans l'usine, c'est la plus grande gare privée de France. Donc, en fait, très, très modestement, j'avais une petite casquette à un moment donné là, de chef de la plus grande gare de France. Donc, je connais bien la SNCF côté fret. Donc, tous les sujets, voilà, les grèves et compagnie, ça va, j'en ai bien, j'ai bien testé, j'ai bien vécu ça. Donc, j'ai eu cette partie-là où je gérais les trains, les camions et toute la logistique de l'usine. À savoir aussi que, comme tu sais, hein, Evian s'est exporté dans le monde entier. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y a toutes les problématiques d'expédition sur des plateformes portuaires en France et après expédition sur tous les continents. Donc, j'étais amené à gérer aussi ce genre de choses. Ensuite, j'ai fait une partie qualité aussi, où je gérais la partie qualité côté client, c'est-à-dire toute la partie réclamation des enfin, clients et enfin, des consommateurs, surtout des clients, en lien avec la logistique, à savoir si dans un pays on reçoit une palette qui est avec des cartons abîmés, creuser pourquoi, tout le circuit logistique. Bon, voilà, j'ai travaillé sur ces sujets-là. J'ai aussi travaillé sur des projets informatiques, implémentation de systèmes informatiques. SAP, tu connais sans doute, voilà, je participe à ça pour Danone et pour Evian, pour la partie logistique. Et j'ai eu un poste très très intéressant aussi, qui me sert encore maintenant, où j'ai fait le lien entre les marques des eaux minérales Evian, Volvic et le marché japonais. Parce que, donc c'était il y a 10-15 ans, le marché le plus prometteur à ce moment-là pour les eaux du groupe Danone, c'était le marché japonais. Il se développait énormément, avec comme tu peux imaginer, une rentabilité qui était assez importante. Et en fait, le Japon, il se trompe peut-être, mais c'est un univers complètement à part. Et ça se passait pas très bien entre les eaux en France et puis les Japonais, qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait des petits soucis de qualité, qu'on n'arrivait pas à les résoudre. Et à l'inverse, en France, on ne comprenait pas pourquoi les Japonais étaient si exigeants, enfin, ce genre de sujet. Donc, il y a un poste qui avait été créé pour gérer la relation entre les deux pôles, ce qui m'a amené à voyager une quinzaine de fois au Japon. Donc, c'est un pays qui est passionnant, que je connais assez bien. On en discutera, qui explique pourquoi j'envoie pas mal de voyageurs au Japon aujourd'hui. Voilà. Donc, puis aussi, j'ai terminé sur un projet plus industriel lié à la reconstruction de l'usine qui a été faite il y a quelques années, où j'avais un peu la partie, enfin, pas qu'un peu la partie logistique aussi liée à cette reconstruction. Voilà, donc ça c'est en résumé, parce que ça a pris. Les Je suis postes. resté 25 ans, j'ai essayé de pas trop entrer dans le détail, mais j'ai fait des choses assez variées. C'est l'avantage aussi quand tu es dans une société, alors a fortiori un groupe comme Danone, c'est que tu peux généralement, on t'offre la possibilité de faire des choses très différentes. C'est ce qui m'intéressait aussi, c'est-à-dire que tu vois, voilà, j'ai dû faire 7-8 postes en 25 ans, donc j'ai pas mal bougé, donc j'ai exploré des domaines différents, mais pas tous les domaines, on pourrait y revenir. J'ai jamais fait chez Danone, j'ai jamais fait de marketing, j'ai jamais fait de commercial. Et ça, depuis, j'en fais un petit peu, mais voilà, mais j'ai quand même fait pas mal de choses aussi. Waouh, incroyable. Donc 7 à 8 postes en, tu Ouais, m'as dit en 25 25, ans. en 20, en 25 ans à peu près. Ouais. Incroyable. Dans un grand groupe comme Danone, où Mm. effectivement, il y a le choix au niveau des Ouais, oui, activités. voilà. Après, il y a des opportunités que tu saisis pas. Moi, alors, c'était pas de contrainte, mais bon, le fait que ça joue quand même, je pense, c'est intéressant par rapport aux personnes que tu interviews aussi, c'est le fait d'être dans le bassin lémanique. Tu as aussi un attrait de la région qui est important.
voilà, moi je suis un exemple par le ski, mais c'est vrai, c'est un peu la caricature aussi, hein, le lac, les montagnes, mais c'est vrai que ça joue beaucoup aussi dans ta carrière parce que si on te propose un poste équivalent, même si tu regardes que la partie financière, ou même plus intéressant, mais qui est si on m'avait proposé de revenir à Roubaix, j'aurais dit non, tu vois, bien que j'aime Mm. beaucoup la région, mais voilà, donc ça pèse beaucoup aussi dans ta mobilité parce que tu mets toujours enfin, tu regardes ton équilibre entre ta vie perso, ta vie pro, et Bien le sûr. poids de la vie, le cadre de vie, notamment dans le secteur, il peut être important. Mhm. Il est ici, quoi. Waouh. Ok. Merci en tout cas pour ce point, effectivement, si ça peut faire réfléchir certaines personnes qui se posent des questions sur une opportunité qui se trouve à un endroit et se dire que voilà, il faut quand même prendre en compte la partie personnelle et la balance quoi, entre les deux. Et donc, après ces 25 ans, comment ça se fait? Du coup, je dirais que tu es parti ou Ah, que tu as changé ou ouais, que tu as pris un virage dans ta carrière. oui, bonne question, assez légitime, je dirais. En fait, comme assez souvent, arrivé vers quelques cheveux gris à cinquantaine, pas loin, tu te poses beaucoup de questions sur les années à venir. Et puis bon, moi, donc j'ai fait 25 ans. J'avais l'impression, le sentiment d'être au bout du parcours que j'avais fait chez Danone. C'est-à-dire que on me proposait plus de postes intéressants. Euh, alors, tout ce que j'avais fait avant, ça s'était très bien passé. Moi, j'ai vraiment été satisfait des différentes choses que j'ai faites. Mais à un moment donné, ce qu'on proposait ne m'intéressait plus, quoi. Donc, ça vient un petit peu à la fois. Parce que c'est pas du jour au lendemain que tu dis, bon, c'est bon, voilà, Tu vois. genre, toi, j'ai jamais été au point du burn-out ou autre, hein, mais c'est pas du jour au lendemain, tu dis, bon, c'est bon, c'est terminé, moi, je vais voir ailleurs, quoi. Surtout, a fortiori, quand tu es ancré dans un groupe comme Danone, où partir, c'est pas forcément facile. C'est vrai que, alors, j'y pense parce que par rapport à tes questions, souvent, je croise encore d'autres personnes qui me disent, enfin, où je ne l'ai plus mettre dans la remarque, mais qui me disent, mais pourquoi tu es parti de Danone? En gros, tu avais un bon poste, tu vois, la caricature, tu avais un bon salaire. Pourquoi tu fais ce que tu fais maintenant? Tu vois, c'est une question qui revient assez souvent. Et la réponse, elle est que moi, j'étais allé à peu près au bout. Et je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je fais devant? C'est-à-dire que j'étais pas, encore maintenant, pas en phase de me dire, il me reste X années jusqu'à la retraite. Bon, ouais, ça va se terminer comme ça pourra. Je vais vivoter dans ma boîte tranquillement, pas faire de bruit, puis j'attends la retraite. Je n'ai pas du tout j'ai jamais été cet esprit-là. Et Mm. je me disais plutôt, ben oui, mais maintenant que je sens que je suis un peu au bout de ce chemin-là, c'est quoi l'autre chemin? Et l'autre chemin, il a fallu un peu de temps pour le trouver et puis pour le développer. À savoir que je me suis fait, entre guillemets, aider aussi sur ces sujets-là. Alors, l'étude d'Alone, c'est pas, enfin, c'est sympa. C'est-à-dire que les idées que tu es aidé par un coach ou quelqu'un qui va t'aider à trouver justement ce que tu as en toi et qui n'est pas forcément évident, mais qui demande qu'à germer. Et il se trouve que assez rapidement, en faisant ce travail, euh, en fait, j'avais deux possibilités. C'était soit de creuser, on va y venir, un sujet passion, comme j'en avais eu déjà avant et que j'en avais encore, Mhm. soit j'aurais pu très bien dire, par rapport à mon background, poste équivalent, notamment par exemple en Suisse, en logistique, je pense que j'aurais trouvé, enfin, très très modestement, je pense que j'aurais pu. Mais finalement, j'aurais peut-être fait un peu la même chose, ok, ailleurs, autre domaine, autre personne, mais ça aurait été un peu copier-coller, et ça ne m'intéressait pas forcément. Et donc, l'autre voie, c'était qu'est-ce que j'ai est-ce que j'ai, question, si on n'en a pas, ça peut être plus compliqué, mais est-ce que j'ai vraiment quelque chose qui me passionne et que je voudrais développer? Et ça, je l'ai trouvé assez vite, c'était le voyage. À savoir que, comme je te le disais, sans refaire les histoires du style déjà tout petit, j'ai jamais voyagé, bon, mais c'était le cas. J'ai beaucoup organisé, même étant jeune, des voyages, même je me souviens, même en famille, tu vois, quand je partais avec les parents, j'avais 14 15 ans, ils me demandaient d'organiser les fameux métiers aujourd'hui, travel planner, etc. Bon, je le faisais déjà que j'avais 14 15 ans, hein. Mon père me disait, tiens, je te donne le guide Michelin, je te donne les cartes, parce qu'il n'y avait pas encore Internet, puis prépare-moi l'itinéraire, etc. Et j'ai retrouvé, hein, j'ai encore des cahiers, tu vois, quand j'avais 15 ans Ah, de voyage en France, dans le Jura, etc., où j'avais tout noté, je préparais, quoi. Donc, je lui donnais il me donnait les guides, je lui disais, tiens, moi j'ai sélectionné tel ou tel
tel ou tel ou tel, puis après c'est lui qui téléphonait pour réserver. Tu vois, mais voilà, j'avais déjà ça en tête. Et puis ça a jamais quitté. Donc ensuite, même durant ma carrière professionnelle aussi, pas mal voyagé en famille dans plein de pays différents. Et puis souvent, régulièrement, j'avais des amis aussi, ça c'est assez classique, qui me disaient, bah oui, mais tiens, c'est pas mal ce voyage que tu as fait. En gros, est-ce que tu pourrais l'organiser? Je dis, bah oui, oui, bah, je le faisais parce que ça me passionnait, tu vois, en loisir. Puis de fil en aiguille, après, les gens me disaient, mais tu pourrais peut-être en faire ton métier, ça. Bah oui, mais je leur disais, mais moi, un métier, j'en ai un. Moi, je travaille à la Cacha, comme on dit dans le Chablais, toi. Donc, bah non. Et puis, l'idée a fait son chemin. Et un petit peu à la fois, à partir du moment où j'avais cette passion qui était clairement identifiée, bah, le sujet derrière, c'était de dire, bah, alors là, c'est aussi très, très bateau comme phrase, c'est de dire bah, comment tu fais pour transformer ta passion en métier, quoi. C'est un peu voilà, c'est un peu le mantra de tous les créateurs d'entreprises ou autres. Mais moi, c'était un peu ça. Donc en fait, ce que je fais maintenant, on va y revenir, Mhm. ça naît à la base d'une passion, mais je dirais, je suis pas entrepreneur né pour y venir, Mhm. parce que toi, il y a d'autres personnes qui disent, bah oui, moi je veux créer ma boîte et je trouve le sujet après. Moi, je suis plutôt dans le sens contraire, à savoir que j'étais passionné par un sujet et que je suis devenu, par la force des choses, mais ça me plaît bien, entrepreneur. Mhm. Voilà. Donc, à partir du moment où, pour revenir à ta question initiale, où c'était assez clair que ma passion, c'était ça, le Mhm. sujet, c'était de dire comment je fais pour développer quelque chose et un business voilà, qui tienne la route. Comment je fais pour le créer. Et après, une fois que tu as ça, après, c'est une pelote que tu dois dérouler, quoi. Et tu mets tout en place. Mais quand tu as le moteur de la passion, je ne vais pas dire que tout est facile, mais ça aide beaucoup. Et ça, je l'ai encore après 10 ans sur ces sujets-là liés au voyage. Alors, il y a le voyage lui-même, mais il y a toute la partie organisation qui est importante aussi. Et ça, j'étais passionné par ça aussi, parce que je faisais avant aussi, je le savais, si tu veux. Donc ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien voyager, mais dès que voilà, les choses concrètes et autres, parfois c'est un peu pénible. Oui. Ben, moi, je l'ai testé, parce que j'ai fait voyager des bouteilles d'eau, alors maintenant je fais voyager des voyageurs, mais il y a des points communs. Mais ça, je savais à l'avance que ça me plaisait. La partie organisation, planification, ça me plaisait, je le savais. Donc ça m'a aidé aussi pour arriver à concrétiser la passion que j'avais. Waouh. Et donc, comment tu t'es lancé? Tu t'es dit, ça y est, t'as ton sujet, il se peaufine, c'est Ouais, parti. ouais, donc après, c'est un peu comme tout projet, c'est-à-dire que, alors j'étais un peu déformé professionnellement, c'est-à-dire que il suffit pas d'appuyer sur le bouton pour dire on y va. Il y a tout à mettre en place et euh, alors si il y a tout le point, il y a le point technique, Mhm. à savoir que quand tu es, alors entre aimer voyager et puis après organiser des voyages, il y a quand même un gros gap. C'est une profession qui est réglementée. Il faut avoir ce qu'on appelle une garantie financière. Donc, techniquement, il faut apprendre. Donc, apprendre, ben, alors, en lien aussi, il faut se recréer un nouveau réseau professionnel. Et puis, un petit peu à la fois, et tu apprends tous les jours. Ça, c'est une première chose. Ensuite, donc, tu as toute la partie création d'entreprise qui est en fait commune, que tu crées une agence de voyage ou que tu crées, je sais pas, si tu veux être coiffeur, bon, enfin, j'exagère un peu, mais je veux dire, tu as toute cette partie-là création où il y a beaucoup de points communs. Donc, bah, je me suis fait aider, je cherchais, je me suis fait aider par SCCI en France. Voilà, tu fais beaucoup de réseaux, des créateurs d'entreprises, puis tu apprends un petit peu à la fois. Mhm. Donc, il y a la partie technique du voyage, de ton métier, en fait, qui est un nouveau métier pour moi. Oui. Et puis, tu as la partie aussi création d'entreprise, aussi, qui est un job à temps plein pour le moment où tu dois te lancer. Et le troisième point, le troisième pilier qui est très, très important, c'est que une fois que tu as fait tout ça, il faut que tu aies des clients, quoi. C'est ça. Et ça, ben, oui, ça vient pas tout de suite. J'ai coutume de dire je sais pas si tu vends des tomates, bon, tu vas sur le marché. Bon, si ta tomate plaît au client, ben, tu vas lui en vendre. Et puis si il la mange, et la semaine d'après, il reviendra t'en racheter. Oui. Dans le voyage, c'est un petit peu plus compliqué d'arriver à convaincre. Et puis si ça s'est bien passé, ben, peut-être que le voyage suivant, ce sera 1 an ou 2 ans après. Donc en termes de cycle et tu vois, voilà, dans le temps, ça ne se passe pas tout à fait de la même manière. Donc il Oui. se trouve que après avoir quitté Evian, techniquement, moi, j'étais parti rupture conventionnelle, tu vois. Donc ça veut dire que voilà, j'ai pu toucher le chômage pendant une assez longue durée.
Donc, ça m'a donné le temps de bien préparer mon projet. En fait, hein, j'ai pas utilisé ma période de chômage à rechercher un travail, mais plutôt à créer le mien, ce qui est évidemment parfaitement faisable et logique, mais il faut du temps aussi pour entre le moment où tu appuies sur le bouton, comme tu le disais, puis le moment à avoir tes premiers voyageurs. Il se passe, je sais pas, peut-être 6 mois, un an, ça dépend, mais c'est pas immédiat. Mais ça, j'ai envie de dire, je Préparé. m'étais préparé. Ok. Ouais. Et sur la partie technique, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que fait l'agence Eric and the Trip Ouais. concrètement? Est-ce que tu Alors, peux nous en dire plus? oui. Alors, c'est déjà le voyage. Alors, c'est un univers que je ne connaissais pas du tout. Mhm. Le secteur du voyage, c'est un univers qui est compliqué parce que entre les agences de voyage, les tours opérateurs, les relations avec les fournisseurs à l'étranger, qui fait quoi? Avant, on arrive à comprendre, pas évident. Les relations avec les compagnies aériennes aussi, pas évident. Donc déjà, il faut arriver un peu à comprendre les rouages. Ça prend un peu de temps. Alors concrètement, moi, je fais que du voyage sur mesure. C'est-à-dire que, un exemple précis, des voyageurs m'appellent et me disent, ben voilà, alors soit ils ont un projet précis, soit ils Mhm. l'ont pas et je les aide. Ils hésitent entre plusieurs pays. Mais ils me disent, bah, voilà, par exemple, Léla, tu viens me voir, tu te dis, bah, l'été prochain, j'ai envie de faire un road Tu vas trip aller aux en Maldives. famille, voilà, Aux aux Maldives. Maldives. Alors, Maldives, on pourra y revenir. Les Oui. choses, enfin, je connais, hein, j'y suis allé aussi, mais alors, quand je fais du sur-mesure, je fais plutôt des voyages pas forcément hyper simples. C'est-à-dire que si tu me demandes un vol et un hôtel, je ne vais pas le faire, ou exceptionnellement. Pour des clients repeaters, je peux le faire, mais je le fais pas. Pourquoi? Parce que sur ce genre, ma valeur ajoutée, elle n'est pas tellement sur ce genre de voyage. C'est-à-dire que ce genre de voyage un peu classique, une agence de voyage lambda, c'est pas péjoratif du tout, elle pourra le faire, et sans doute aussi bien ou mieux que moi, et peut-être aussi avec des tarifs bien meilleurs. Mais dès qu'il s'agit de faire des choses qui sont pas forcément hyper originales, mais qui demandent quand même du temps, de la préparation, bah là, j'ai une vraie valeur ajoutée. Alors, un exemple, tu me dis, l'été prochain, j'ai envie d'aller faire un road trip aux USA en famille. Mais bon, j'ai pas envie, j'ai pas de temps de m'en occuper, je sais pas où aller, comment gérer les étapes, la location de voiture, quel hôtel réserver, est-ce qu'il y a des points particuliers, la réglementation, bon, ce genre de choses-là, bah ça, je réponds. Et ça peut prendre un certain temps. Je suis en train d'en faire en ce moment. Alors parfois, euh, c'est assez rapide par rapport au brief qui a été fait, mais parfois ça peut être plus long parce que la personne va dire, bah oui, bah, j'ai vu, tu me proposes tel hôtel, mais finalement, je suis allé voir sur le site et puis j'ai vu trois avis qui n'étaient pas très bons. Est-ce qu'on peut changer? Bon, ce genre de choses-là, quand je fais du sur-mesure, eh ben, je m'adapte et je peux améliorer. Et puis, il y a toujours des choses à savoir. Alors, je te reprends l'exemple aux États-Unis. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a un certain parc américain maintenant. Il faut réserver l'été à l'avance parce que pour lutter contre les sujets sur tourisme et autres, on pourra en reparler, eh ben, il Mhm. faut réserver ton entrée. Enfin, c'est pas le coût, hein, souvent c'est 1 ou 2 dollars, mais il faut que tu réserves pour que tu puisses rentrer en voiture quelques mois avant. Donc si tu ne l'as pas fait, bah, tu fais ton petit voyage aux États-Unis, tu arrives, puis là on arrive devant l'entrée du parc. Vous avez votre réservation, monsieur? Ben non. Tu es content d'avoir fait tes 10 000 kilomètres pour arriver devant un parc où tu ne peux pas rentrer. Bon, ce genre de choses-là, c'est que les pros, enfin, ça aide si tu passes par un pro pour arriver à le Mhm. gérer. Toute la partie, donc alors dans les systèmes, évidemment, il y a des systèmes de réservation de voyage, notamment la partie aérienne qui est assez compliquée. Donc, ça, moi, je peux poser des options pour les vols. Voilà. Ça fait partie de mon boulot aussi d'essayer d'optimiser les vols, notamment sur les tarifs, le choix des compagnies. Voilà. Donc, il y a toute une technicité qui est à apprendre, sachant que il y a en gros, hein, il y a des voyages sur lesquels je fais tout moi-même parce que je connais très bien, parce que je sais que sur place, il n'y aura pas trop de soucis logistiques. Ça peut être très près, mais ça peut être très loin. Je reprends l'exemple du Japon que je connais bien. Si tu veux, il n'y aura jamais de souci de surbooking au Japon parce que c'est pas dans la mentalité du pays. Il y a beaucoup de pays où je ne me risque pas à le faire directement, enfin en direct, c'est-à-dire j'ai des intermédiaires sur place, des agents sur place qui peuvent gérer tous les aléas logistiques. Tu prends, je sais pas, le Sri Lanka, qui est à côté des Maldives, par exemple, ça peut être compliqué sur place, quoi. Tu vas pas prendre n'importe quel guide chauffeur, tu peux avoir des soucis de surbooking, j'ai déjà eu. Donc là, j'ai des intermédiaires, des partenaires de confiance avec qui je travaille. Donc tout ça, un petit peu à la fois, tu te constitues ton réseau de fournisseurs et Mhm. puis tu en fais profiter tu en fais profiter le voyageur. Bien.
Et donc aujourd'hui, tu proposes toutes les destinations? Oui, alors je dirais en théorie oui. Après, il y en a où, alors je fais que du sur-mesure. Mhm. Donc aussi, par exemple, il y a des choses que, alors c'est un autre sujet, mais qui ne m'intéressent pas ou que je refuse de faire, qui ne m'intéressent pas des séjours en hôtel all inclusive. Encore une fois, ça ne m'intéresse pas, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais enfin, je comprends évidemment qu'on puisse souhaiter y aller, mais je dirais, moi, c'est pas le type de voyage qui m'intéresse. Et j'ai pas beaucoup de valeur ajoutée là-dessus. Donc ça, je ne vais pas le proposer. Donc une semaine à Punta Cana, par exemple, ça, je ne vais pas le faire. Puis ça, encore une fois, je fais ce métier aussi là par passion aussi. Donc ça ne m'intéresse pas de vendre une semaine à Punta Cana. Euh, après, donc il y a soit les choses qui ne m'intéressent pas, sur lesquelles j'ai pas de valeur ajoutée. Et ça, en fait, j'ai un site, pour en reparler, où il y a pas mal de témoignages des voyageurs. Donc, je pense aussi que par rapport à mon site, on devine, je l'écris, ce que je propose, ce que je propose pas. Les croisières sur les énormes bateaux, ça, je ne propose pas, parce que ça ne correspond pas à ma manière de voir le voyage. Donc, ça, il y a des choses que je ne fais pas. D'accord. Après, sur les pays, de fait, bah, j'ai beaucoup de familles, en fait, hein. Donc, j'ai beaucoup de pays en Asie, en Amérique centrale. Donc, en théorie, je peux faire à peu près tous les pays, mais il y en a qu'on me demandera jamais. C'est-à-dire que si personne ne m'a jamais demandé, ça peut arriver. Mais certains pays en Afrique centrale, on me les demandera jamais parce qu'ils sont très peu développés touristiquement. Mhm. J'essaye, alors à l'inverse. J'ai envoyé dans mon top 10 des pays, bon, il y a Bali, le Costa Rica, la Tanzanie, les États-Unis, le Japon. C'est très, très varié. Et quelques pays européens aussi, l'Islande, Norvège. Voilà. Et j'aime bien aussi quand on me demande parfois des pays, entre guillemets, nouveaux, ça m'intéresse aussi. Donc, bah, l'année passée, un exemple, j'ai des personnes qui voulaient aller en Guyane, Guyane française. Il n'y a pas, il y a pas grand monde qui va, parce que généralement, on pense à la Guyane, on pense à Kourou, les fusées. Alors, clairement, hein, j'ai expliqué à la personne qui m'avait contacté, je dis, ben, j'ai jamais envoyé personne, mais ça m'intéresse. Donc, si vous êtes d'accord, on va monter le projet ensemble, en fait, hein. Et donc, bon, moi, j'avais des contacts sur place aussi en Guyane, partenaires pour organiser ça. Et donc, voilà, ça contribue à enrichir mon portefeuille et à proposer des destinations parfois un peu plus originales. Ou même en Europe, il y a quelques semaines, j'étais en Albanie. Ça commence à se développer beaucoup, hein, l'Albanie, mais j'étais jamais allé. Mais voilà, il y a des pays où je me dis, bah, ouais, j'ai envie de les proposer, pousser un petit peu, pas n'importe comment. Parce qu'en Albanie, il ne faut pas aller n'importe où non plus, mais voilà. Donc, je suis à la fois très, très ouvert. Et puis, si je peux pousser certaines destinations plus que d'autres, je le fais aussi. C'est aussi l'intérêt, ayant déjà beaucoup voyagé personnellement. Alors maintenant, ça se fait moins, je le mets plus en avant, mais avant, souvent, toi, tu avais même des blogueurs qui disaient, ben voilà, j'ai fait 100 pays, etc. Bon, moi, j'ai compté quand même, j'ai dû en faire, j'ai dû passer au moins, je ne prétends pas connaître tout, mais plus de soixantaine de pays. Donc ça veut dire que j'ai un peu de recul par rapport à ça. Je ne connais pas tout, évidemment, ça ne veut rien dire, mais j'ai quand même pas mal de références. Donc quand souvent quelqu'un ou une famille me dit, bah oui, ben, je sais pas, en Asie, j'hésite entre Thaïlande, Indonésie, Sri Lanka, Cambodge, où aller. J'ai pas tous les éléments, mais quand même, c'est-à-dire que j'ai pas mal, entre les voyages que j'ai fait moi, et ceux où j'ai accompagné par la pensée les voyageurs, j'ai quand même pas mal de points de repère. Donc ça, c'est une valeur ajoutée importante aussi qui donne de la confiance aux voyageurs, quoi. Quand tu dis, bah oui, j'y suis allé, ou bah, j'ai envoyé telle ou telle personne l'année passée, ça inspire de la confiance. Et tu nous parlais du Japon. Qu'est-ce que tu peux Ouais. nous dire sur ce pays que tu affectionnes Ah, particulièrement, cette destination que tu peux proposer ou ouais. conseiller? Donc, j'expliquais un peu le contexte pour lequel j'étais allé professionnellement au Japon. Donc, il se trouve Mhm. que je suis retourné une quinzaine de fois. Chose, alors, c'est un autre sujet. Je ne ferai plus maintenant parce que je suis assez sur les sujets bon, tourisme responsable, carbone. Je suis assez. C'est des sujets qui me tiennent à cœur. Donc, aller pour 3 jours au Japon, comme je le faisais dans le cadre d'un déplacement professionnel avant, je ne le ferai plus. C'est complètement aberrant en termes d'empreinte carbone maintenant. Mais il se trouve que j'y suis allé quand même 15 fois. Euh, c'est un univers parallèle, le Japon, pour faire simple. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus dépaysant que d'aller même dans les pays proches, en Thaïlande ou même en Vietnam ou au Laos,
parce que c'est un pays qui a un niveau de vie évidemment comparable à la France, la Suisse ou l'Europe, Mhm. mais tout est complètement différent. Dans la manière de penser des personnes, ce que tu vois dans la rue, c'est un univers parallèle. Alors, je cite souvent une petite anecdote, c'est que la première fois que j'y suis allé, j'ai été débarqué directement de l'aéroport à Shibuya. Shibuya, je sais pas si tu as sûrement vu déjà l'image, c'est là où il y a le fameux Shibuya Crossing, c'est un croisement où il y a en même temps, je sais pas, 1000, 2000 personnes qui traversent, et puis qui sont japonais. Donc en fait, ils traversent pas de la même manière, ils attendent le feu rouge, vert, etc., quoi. Et tu vois les centaines de personnes qui bougent d'un côté puis qui bougent de l'autre. Donc c'est un peu l'image emblématique qu'on voit souvent au Japon. Et en fait, j'ai été débarqué directement dans ce quartier-là, parce que mon hôtel était là. Et j'ai eu vraiment l'impression, en arrivant là, d'être comme dans, je sais pas si tu as déjà vu le film, enfin le premier, Blade Runner, en fait. Et j'ai vraiment eu l'impression d'être dans ce film-là. C'est-à-dire que c'était un monde parallèle, quoi. Tu vois, complètement. Et beaucoup plus dépaysant que d'être au fin fond de la jungle amazonienne ou autre. Donc, c'est un pays qui est vraiment, vraiment différent des autres et différent des autres pays d'Asie aussi. Parce que les gens me disent, bah oui, mais bon, moi je suis déjà allé en Thaïlande, le Japon, c'est un peu pareil. Non, non, ça n'a rien à voir, quoi. C'est un univers à part. À la fois, alors aussi en termes de, évidemment, de qualité de service. Bon, c'est un peu des poncifs hein, du Japon, mais la qualité, le service, on mange aussi très très bien, mais tout est complètement différent. Donc, y étant allé pas mal de fois et ayant travaillé aussi avec les Japonais, ça c'est important, je peux assez facilement conseiller sur ce qu'il faut faire, pas faire, les usages, quoi voir. Et là, bah, ouais, j'ai encore un couple qui était il y a une quinzaine de jours. J'ai plusieurs voyages prévus là dans les semaines à venir. Et j'ai jamais eu de personnes qui reviennent déçues d'un voyage au Japon. Je me souviens, j'ai eu un couple, bon, quand je suis en contact toujours avec les voyageurs par WhatsApp ou autre, hein, durant le voyage, pas préciser, mais c'est important. Mhm. Je me souviens très bien, il y a quelqu'un, c'était une famille, il m'a dit au bout d'une semaine, ouais, je pense que je vais demander ma nationalité japonaise, quoi. C'est-à-dire que, alors, il ne faut pas non plus tout voir la vie en rose, hein, mais bon, tout est tellement facile, notamment en termes de service, que derrière, tu t'en rends pas très, très bien compte parce que enfin, quand tu vas vers l'amélioration, ça va bien. C'est quand tu reviens en France que tu dis, oh là là, mais c'est pas possible. Tu reviens à Roissy, tu arrives à la douane, tu vois, toi, tu as deux bureaux, tu en as un, il y a un gars, il est tout seul, il n'y a personne dans cette file, et puis l'autre, et ben, tu as une queue de 100 personnes, et puis les gens s'engueulent dedans. Enfin, tu vois, voilà, quand tu es en France, plus qu'en Suisse. Mais quand tu es en France, tu te rends même plus compte. Mais c'est quand tu reviens, que tu es allé dans un pays comme le Mhm. Japon, que là, tu dis, mais voilà. Alors, c'est pour ça aussi que c'est vrai que la Suisse, c'est un peu le Japon De enfin, l'Europe. de l'Europe, en fait, tu vois, c'est un peu ça. Il y a des points communs, mais au Japon, c'est puissance 2 3. Pareil, les trains, bon, il y a déjà un gros delta entre le train, la SNCF, que je connais bien, les trains en Suisse, et il y a les trains au Japon aussi, tu vois, donc c'est encore autre chose, quoi. Une toute petite anecdote aussi, tu as peut-être entendu parler, il y a eu quelques années, il y a un train qui est arrivé, qui est parti, je pense, avec 30 secondes de retard, et en fait, dans une gare, et en fait, c'est des compagnies privées au Japon. Le directeur de la compagnie, en fait, il a fait un mail d'excuses à tous ses clients parce que le train était parti avec 30 secondes de retard, d'avance. Alors en fait, tu dis, mais pourquoi il fait ça? Alors d'une part, c'est le sens du service du client, et il faut comprendre la logique japonaise, c'est-à-dire que les Japonais, tout s'enchaîne correctement. C'est-à-dire que tu imagines le petit Japonais qui prend tous les jours, il fait son même circuit, et ben, il a son train qui arrive à midi 3, et puis après, il prend une correspondance avec le train qui part à midi 3 et 30 secondes. Donc si jamais celui qui part à midi 3 et 30 secondes, il part avec 30 secondes d'avance, ça fout en l'air tout son circuit. D'accord. Mais ça, c'est parce qu'au Japon, ça fonctionne. Alors, un petit exemple, tu fais la même chose en France, tu vois, avec le train, le train entre Évian, Thonon et le Léman Express et compagnie, là. Bon, je ne te fais pas un dessin, c'est-à-dire que euh, en France, à chaque fois, tu es obligé de prendre des marges énormes de sécurité parce que tu sais qu'il y a des gros aléas, quoi. Mais au Japon, ça n'existe pas. Donc, quand dans 99 chances sur 100 ou 989 sur 1000, tout se passe à la seconde près, ou à la minute près, et bien, dès qu'il y a un truc qui ne marche pas, ça a des conséquences. Et c'est pour ça aussi que le président de la compagnie avait fait un mail
d'excuses en disant bah, ça ne se reproduira plus, etc., quoi. Voilà. Donc ça, c'est ce genre de choses. Ça paraît complètement lunaire quand on parle Oui, en France. Mais quand tu es sur place au Japon, tu comprends tout de suite. C'est pour ça que je dis aussi c'est un des seuls pays où tant que tu n'y es pas allé, tu ne peux pas comprendre. Il y en a beaucoup, bah oui, tu mets un casque de réalité virtuelle. Alors, je ne dis pas que la plage qui est derrière moi, tu l'imagines, mais un petit peu quand même. Mais le Japon, tu peux pas. Mais une fois que tu es sur place, tu comprends. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi, dans le cadre de mon ancien poste, là, j'avais insisté pour qu'il y ait à la fois des Japonais qui viennent en France, pour voir un peu pourquoi c'était pas aussi facile que ce qu'ils avaient en tête, et puis, et à l'inverse, j'ai eu l'occasion d'organiser, d'accompagner des salariés d'usines en France, Evian et Volvic, au Japon, pour qu'ils comprennent aussi pourquoi, parfois, entre guillemets, oui. ils paraissaient, entre guillemets, chiants, les Japonais. Mais tout est logique par rapport à comment c'est vécu au pays. Mais encore une fois, c'est un univers complètement parallèle. À part. Donc, ça fait partie des choses pour lesquelles j'insiste fortement, enfin, je conseille fortement d'avoir l'occasion d'aller une fois au Japon. Et encore une fois, quand on est sur place, après, c'est quand on vient, on se rend compte voilà, de la marge de progression sur beaucoup de sujets qu'il y a en France, même en Suisse, hein, par rapport au Japon. Pays passionnant aussi les extrêmes entre le Japon moderne, Tokyo, le Japon traditionnel, Kyoto. Mais je connais pas mal d'autres endroits. J'ai même fait du ski. Je suis allé sur l'île au nord, là, je suis allé faire le marathon de ski à Sapporo. J'étais très fier d'ailleurs parce que j'ai terminé premier français, mais j'étais le seul. Donc, voilà. Et ça compte quand même. Ça compte quand même. Voilà, tu vois, c'est pour dire, tu vois, je reboucle par rapport à mes passions. Voilà, le voyage, le ski, voilà, Ah. Non, ça mais se met c'est d'autant bien, plus. ça donne aussi des idées aux gens qui ont plein de Ouais, passions et qui n'arrivent pas à trouver le croisement. Il y a un ouais, croisement possible. ouais, euh, il ne tient qu'à nous de le prendre, en fait, hein, ouais. de l'identifier et puis d'en faire une opportunité de Ouais, ouais, vie. alors je réponds peut-être à la question que tu vas me poser derrière, mais souvent on me dit, mais tu regrettes pas par rapport à ce que tu faisais avant? Jamais. J'ai jamais regretté depuis 8 ans que je fais ce que je fais. Donc je suis toujours passionné. J'ai jamais regretté le fait d'avoir quitté ma situation confortable, ce que je faisais avant à Evian, pour partir dans l'inconnu en fait, hein, quelque part, parce que voilà, tu repars avec zéro, hein, voilà, t'as pas de clients, t'as pas Oui. de salaire, t'as rien. Mais bon, j'avais quand même des petites arrêts derrière par rapport à ça, mais j'ai jamais j'ai remis en cause ça. J'ai jamais regretté ce choix. On pourra, voilà, si tu veux, on pourra creuser après parce que c'est assez, c'est pas classique en fait d'avoir une carrière dans une très grosse boîte et puis Oui, finalement après de recréer toi ta boîte où tu es tout seul, quoi. Donc c'est les deux extrêmes. Donc c'est intéressant de pouvoir faire les deux. exactement. Et ça demande beaucoup de courage et beaucoup, voilà, de Oui, témérité, en tout cas, de dire je me lance. oui, après, le courage. Encore une fois, je me répète, mais à partir du moment où tu as un moteur qui est la passion, bah, le reste, ça suit. Donc, je ne m'estime pas pas spécialement courageux. Encore une fois, ça s'est fait bien pour moi. J'ai eu la chance, j'ai pas eu d'énormes obstacles. Je pense pas avoir fait d'énormes erreurs dans ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ça aurait pu arriver. Mais en tous les cas, je suis entièrement satisfait des années que j'ai passées depuis que j'ai commencé à créer. Une entreprise que tu as créée en 2016 et Ouais. une agence qui est digitale, donc Oui. assez, disons, assez avant-gardiste sur le sujet. Qu'est-ce qui t'a amené à faire une agence digitale? Parce qu'en 2016, c'était pas si commun, et Ouais. notamment dans ce domaine, hein, où on se dit, Mm. bah, il faut voir l'agence, qu'elle est pignon sur rue pour qu'on puisse la voir, pour qu'on puisse Ouais. aller s'y rendre. Qu'est-ce qui fait que ça t'a donné, enfin, que tu as eu cette envie de faire ça de façon digitalisée? Euh, En fait, je pense que alors c'est des sujets qui évoluent beaucoup, évidemment. Je pense que dans mon cas, par rapport à ce que je propose, l'agence physique n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, d'une part, évidemment, si on regarde un peu strictement, je dirais économique, bah, c'est une charge, c'est-à-dire qu'avoir une agence physique, tu payes un loyer, etc. Donc, dans ma manière de développer mon entreprise, comme tout entrepreneur, au début, tu essaies de minimiser tes charges de structure, quoi. Mhm. Donc, bah, déjà, si t'as pas un loyer à payer, porte déjà pas mal. Après, la question qui vient aussi, il y en a deux, c'est comment tu établis la relation avec tes clients, futurs clients, dans tout le process du voyage, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui est un peu liée, c'est comment tu fais pour recruter tes voyageurs. Sur la deuxième partie,
euh, donc recruter des voyageurs, tu te dis, bah oui, si j'ai une agence physique, en gros, dans une rue piétonne, euh, à Annecy, à Genève, etc., bah, les gens vont passer devant, ils vont rentrer, c'est assez facile, je vais avoir des... bon. Euh, euh, donc là, par rapport à ce que je fais, bah, je dois aller chercher les clients. Donc c'est une démarche qui est un peu différente. Alors, c'est adapté aussi à mon type de voyage, qui est du sur-mesure. Pourquoi? Parce que la plaie, si je peux dire, dans le voyage sur mesure, c'est, ou le point le plus important, c'est, je dirais, la transformation, le taux de transformation. Savoir que si j'ai 10 clients qui rentrent dans mon agence, qui me demandent 10 fois un voyage sur mesure, et que pour des raisons X, Y ou Z, au final, il n'y en a qu'un seul qui signe, moi, j'aurais perdu 90% de mon temps. Donc, c'est ça le point principal. C'est un peu différent si tu vends justement des choses sur catalogue, où en fait, en 3 clics, presque, hein, je caricature, tu fais un devis. Donc, tu peux te permettre d'en faire 10 et qu'il n'y en a qu'un qui sera validé. En sur-mesure, tu ne peux pas, parce qu'à partir du moment où tu commences à travailler sur un projet, ça te prend plus ou moins de temps. Oui. Donc, et ça, ce temps-là, autre sujet, bah, souvent, tu ne le fais pas payer. En Suisse, un petit peu, tu peux faire payer des devis. En France, c'est très compliqué. Bon, une manière de voir la chose, c'est de dire, mettons-nous en situation que j'ai le moins possible de déchets. Donc, Mm. moins possible de déchets, ça veut dire pas laisser rentrer n'importe qui dans mon magasin, pour faire simple, qu'il soit virtuel ou physique. Et donc, où je veux en venir, ça, comment tu fais pour éviter ça? Bah, tu essaies d'avoir le maximum de clients par réseau. C'est-à-dire que si toi, de ton réseau, alors au début, c'est ton réseau personnel, et un petit peu à la fois, si c'est par recommandation de clients, de voyageurs, Mhm. et ben déjà, tu engages plus ton prospect. Parce qu'à un moment donné, tu as une dimension personnelle qui joue Oui. aussi. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que tu avances, bah, si les gens ils voient le travail que tu fais, donc et ce sera plus compliqué pour eux aussi de dire, bah non, à un moment donné, euh, bah non. Alors ça m'intéresse, tu vois, je reprends le cas d'un road trip, bah, très bien, tout ce que vous m'avez préparé, mais maintenant je vais le faire moi-même. Bon, ça arrive, hein, je n'ai pas beaucoup de clients comme ça. À partir du moment où tu as la relation personnelle avec Mhm. moi, c'est plus compliqué parce que les gens se disent, bah oui, mais il a bossé là-dessus. Bon, il y en a qui n'en ont rien à faire, mais ce n'est pas le cas de personnes avec qui je travaille souvent, mais ils reconnaissent le travail. Donc, le taux de transformation en ayant des clients par du réseau, il est beaucoup plus élevé alors, soit en ayant une boutique physique, soit l'équivalent en ayant une boutique virtuelle avec une vitrine. À savoir que un site, j'ai un site, si tu veux, mais je capte peu de clients via le site. Ça marche en deux temps. C'est-à-dire que les personnes me contactent, on pourra revenir après là-dessus. Après, je les oriente vers mon site en leur disant, ben voilà, ce que je propose, il y a des témoignages. C'est une aide, quelque part, on peut dire une aide un peu à la vente ou à l'inspiration. Mais je dirais, je propose rien de payant sur mon site. Tu vois, c'est pas un site en ligne avec des voyages, on clique et voilà. Non, c'est pas du tout ça, c'est un site vitrine. Donc, je m'en sers comme appui, si tu veux, De communication. de communication, mais pas comme un outil de vente. Mais encore une Agence. fois, parce que moi, si j'ai, pareil, sur les réseaux sociaux, bon, je suis présent plus sur certains que sur d'autres, Mhm. par rapport à ma cible, etc. Je ne suis pas sur TikTok, parce que ce n'est pas ma cible. Je suis plus sur Facebook et surtout sur LinkedIn aussi. Mais même sur Facebook, tu vois, je ne fais pas de pub payante parce que si, j'en ai déjà fait un petit peu, mais si via Facebook, j'ai 50 demandes et qu'au final, toujours le même sujet, j'ai que 5 que je transforme, bah, d'une part, j'aurais payé pour rien ma publicité. Et aussi, surtout derrière, c'est que je risque de travailler Énorme. pour rien. Et ça, c'est le point dans ce que je fais, le sur-mesure, c'est le point le plus important, quoi, encore une fois. Parce que c'est du temps, c'est des heures de travail non rémunérées, quoi, au final. Il y a un dernier point que je voulais évoquer avec toi, c'est ce que tu as dit par rapport à la durabilité. Ouais, C'est vrai que c'est une question qu'on entend beaucoup en ce moment, ouais, notamment par rapport au réchauffement climatique, ouais, à l'empreinte ouais, carbone, etc. J'ai vu sur ton site que tu étais très impliqué sur ces sujets, que ce soit ouais. en interne, en externe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement des, comment dire, ce que tu mets en place en Hmm, interne pour réduire l'empreinte ouais, carbone de ton entreprise? Et ce que tu mets en place aussi pour sensibiliser au niveau externe ouais. autour de Alors, c'est vrai que c'est l'écosystème? un sujet qui m'est cher. Et en fait, assez rapidement, ou bon, il y a 4 5 ans, en fait, j'ai essayé de travailler sur ces sujets-là, parce que je l'ai en moi. C'est-à-dire que il y a un des gros sujets qui est, alors de plus en plus maintenant, on peut le voir aussi comme un outil marketing, hein, se dire, voilà, je propose des voyages responsables, qu'est-ce que c'est, etc. Bon, pas simple, mais moi, je l'ai vraiment en moi. Il y a plusieurs points par rapport à ça.
Déjà, c'est pas simple, il faut le dire, parce que je propose essentiellement des voyages lointains. Ce serait plus simple si je faisais des slow travel 15 jours dans le Chablais. L'empreinte carbone serait faible. À partir du moment où l'aller-retour, tu sais, comme moi, l'aller-retour New York 2 tonnes, bon, c'est des sujets compliqués, l'avion en ce moment. Donc, moi, je suis convaincu que on va continuer à voyager. Mais j'ai envie de dire, alors aussi parce que sinon, on peut me dire, bah oui, mais dans ce cas-là, ton business, sinon, il se termine. Donc, c'est vrai. Mais parce que je continue quand même à croire que il y a les vertus, les valeurs du voyage, elles Mhm. sont importantes, mais pas n'importe comment. Ça veut dire que même moi, j'ai écrit maintenant Si on me demande un long courrier, moins d'une semaine, je dis non, je ne fais pas. Après, la personne pourra aller voir quelqu'un d'autre, mais moi, j'ai mis ça clairement, quoi. Tu vois, les city breaks de jour, je ne fais plus non plus, quoi. Donc, pour essayer justement, l'idée de dire, étant de dire, voyager moins souvent, plus longtemps. Et ça, c'est un petit peu à la fois dans la tête des gens, ça vient, hein, parce que moi, j'ai des personnes qui me dit récemment, ils avaient voyagé avec moi il y a 4 ans. Et là, la personne me dit, bah, OK, cette année, on fait un long voyage. Et on n'a pas voulu le faire pendant 3 ans, en voyage en famille. Donc là, il s'est réadressé à moi. C'est bien, j'ai des clients fidèles, mais ça vient un petit peu en tête. Alors après, sur ces sujets carbone, il y a un point important, c'est que je suis bien conscient que c'est pas simple quand tu fais de l'aérien. Mais je pense que la sensibilisation est hyper importante. Je ne sais pas si tu as dû voir, mais encore récemment, il y a une étude là, en France, ADEME, qui a montré qu'il y avait encore 30% des personnes en France qui étaient climato-sceptiques, quoi. Tu vois, donc tu te dis, il y a encore des choses à faire. Donc par rapport à ça, moi, ma réponse, c'est quoi? Systématiquement, j'envoie un questionnaire de satisfaction après les voyages. Ça, c'est normal. Mais je pose un certain nombre de questions liées au tourisme, entre guillemets, responsable. C'est-à-dire ce que les gens ont vu sur place, qui les a choqués, et j'en reparle après avec mes partenaires. Souvent, il y a des points liés au plastique ou autre. Bon, ça, c'est une première chose. Mais moi, je leur dis, si vous me renvoyez le questionnaire, moi, je vous propose une petite liste de livres, puis vous choisissez, et moi, je vous l'envoie. Donc, ça veut dire que depuis 2 ans, alors dans cette liste-là, il y a au moins 4 bouquins liés au climat, pour faire simple, dont le fameux Monde sans fin, là, je ne sais pas si tu connais, de Jean Covici, là, qui était le meilleur vente en France l'année passée. Donc, depuis 2 ans, j'ai fait le calcul. Alors moi, j'ai pas, tu vois, alors on n'a pas parlé, mais j'ai en nombre de dossiers l'année passée, cette année, j'ai dû avoir une soixantaine de dossiers, pas de clients, hein, soixantaine. Et j'ai regardé depuis 2 ans, j'ai envoyé plus de 100 bouquins. J'envoie moi-même, hein, voilà, aux clients, dont beaucoup du monde sans fin, parce que je me dis que le point important, c'est la sensibilisation des personnes. Après, ils vont être sensibilisés. Peut-être que il y aura une petite partie liée au voyage et une partie liée à d'autres points aussi sur la manière de, enfin, toi, tu connais, hein, de consommer, manger de la viande ou pas. Moi, j'en mange beaucoup, trop sans doute, mais au moins je suis conscient de l'impact sur leur déplacement. Donc je me dis quelque part, si ça peut infuser dans la tête des personnes, j'aurais fait, c'est l'expression classique, ma petite part de colibri sur ces sujets-là. Et puis, des familles, ils ont le bouquin, ça traîne dans leur salon, les enfants vont le lire, et puis ça va diffuser. Voilà, donc ça, c'est un des points principaux que j'ai mis en œuvre depuis 2 ans, où j'offre Tes frais. un livre. Ce livre à tes frais, au Ah oui, sens. oui, 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 complètement, oui, oui, c'est pas un peu, j'aime pas beaucoup ça non plus. C'est pas à un moment donné, est-ce que vous souhaitez compenser quand vous achetez votre voyage? Si vous souhaitez compenser, ben voilà, c'est 200 euros que vous payez. Non, non, là, c'est moi, parce que je sais pas à l'avance, c'est moi qui, après coup, ça vient gréver, si tu veux, ma rentabilité, mais je fais avec grand plaisir. Hmm. Donc, il y a ce sondage qui est Ouais, donc ce questionnaire que tu ouais, envoies. Ensuite, tu offres ce livre ouais, justement pour sensibiliser la famille sur le sujet. ouais. J'ai vu qu'il y avait aussi d'autres initiatives que tu faisais en interne dans ton entreprise et que tu as été là. Oui, oui. Euh, sur ces sujets-là, c'est pas évident, on peut avoir la science infuse, mais bon, il y a besoin de réfléchir. Et en fait, il y a un certain nombre de labels qui existent et d'associations. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Agir pour un tourisme responsable. Et il y a un label associé. Et en fait, j'ai travaillé dessus. Et il y a un autre label aussi reconnu internationalement qui s'appelle Travel Life. Euh, et en fait, pour travailler sur ces sujets-là, ça prend du temps. Alors ça, j'ai oublié de te le dire, mais on n'a pas l'occasion, mais comme je suis seul, donc à un moment donné, il faut tout faire. Et donc, je me suis fait aider. J'avais pris une stagiaire, en fait, pendant le Covid, en télétravail. C'est un stagiaire d'une école de tourisme en France, hein, qui faisait un MBA, qui a travaillé sur ces sujets-là, pour préparer la certification et labellisation Travel Life. Et en fait, depuis, elle continue à travailler avec moi en freelance, en fait, hein, à distance. Et donc, voilà, je consacre aussi une partie de mon budget
pour la rémunérer, donc freelance, pour travailler sur ces sujets-là. La certification, alors Travel Life, il y a plusieurs niveaux de certification. Et puis en fait, enfin, labellisation, et moi je suis au niveau plus, entre guillemets, plus élevé. Je me suis dit, bah, je vais tester. Et bon, j'avais bénéficié aussi d'un programme qui permettait d'avoir des formations offertes par l'Europe, en l'occurrence. Et donc je me suis dit, bah, moi j'ai envie de travailler sur ces sujets-là parce que ça me fera progresser. C'est surtout ça. En fait, c'est pas tellement, alors je le mets sur mon site, etc. Les gens souvent ne savent pas exactement ce que c'est comme certification, c'est compliqué dans le voyage, mais au moins, je le vois surtout moi comme un moyen d'avancer, à savoir que il y a notamment tout le lien avec mes partenaires qui est important aussi. J'avance pas tout seul sur ces sujets-là. Euh, un petit exemple, on part un peu moins que le carbone, mais on y vient quand même en ce moment, tous les sujets liés au bien-être animal ou autres, les dauphins, les orques. Bon, moi, j'avais mon prestataire à Bali où il proposait un endroit bon, régulièrement qui est connu pour aller voir les dauphins, mais souvent, tu as plein de bateaux autour qui les pourchassent. Moi, j'ai eu des retours aussi des personnes qui disaient, bah ouais, c'est pas terrible. Bref, moi, je lui ai dit, ça, je veux plus que tu me le proposes, quoi. Donc, j'expliquais. Donc, alors après, il y a des arguments pour, contre. Il me dit, mais oui, mais sur place, localement, les gens ont besoin de ça pour vivre. Bon, c'est des sujets intéressants, mais au moins, on en discute. Et moi, après, j'ai dit, je prends position. Je dis, bah moi, ça, tu ne me le proposes plus, quoi. Pour moi, en tant que partenaire, tu ne me proposes plus ça. Et moi, j'explique aussi à mes clients. Et s'ils me le demandent, je dis, bah non, moi, je ne fais pas. Donc, tous ces sujets-là, c'est des discussions à la fois avec mes partenaires, à la fois avec bah, les voyageurs, et aussi après, dans le choix de mes partenaires sur place, c'est important. C'est-à-dire que bah, il faut qu'ils soient bon, plus ou moins alignés avec ce que j'ai envie de faire. Sachant que même s'ils ne sont pas sur certains points, bah, je vois bien qu'il y a moyen de s'améliorer. Bah, on en discute, c'est pas pour autant que je veux dire, bah non, moi je ne travaille plus avec toi, mais avec un autre. Ça fait partie de ça aussi du tourisme responsable, c'est de respecter ses partenaires. Donc ça, c'est des petits points. Ou un dernier sujet aussi, c'est il y a 2 ans, j'avais proposé pendant le Covid, euh, il y avait pas mal d'aides en France, mais dans les pays, ils n'avaient rien. Donc, j'avais dit, bah, moi, je vais dire de mes partenaires dans plein de pays, bah, je vais vous donner une petite somme, en fait, et cette somme, elle doit être destinée pour vous. C'est pas en gros une somme pour vous, parce que votre boîte va mal, c'est plutôt consacrer cette somme à un projet qui a du sens dans le pays. Donc, par exemple, au Pérou, je me souviens très bien, la somme que j'avais donnée, elle a servi à ce que ben, ils ont acheté de la nourriture pour les guides chez mon partenaire au Pérou. À Bali, ça a servi, là pour le coup, et ben, comme c'était vraiment, vraiment mal aussi, ben, ils ont fait une fête pour Noël. Bon, ça a servi un peu à financer ça. Voilà, c'est des petits points comme ça qui montrent que c'est important de travailler enfin, de Et ça, respecter, de travailler avec ses partenaires, quoi. ça représente 1% ou 2%, j'avais vu, de ton chiffre d'affaires Ouais, que tu reverses ouais, à ouais, tes partenaires ou en tout cas à ouais. des causes qui te tiennent à cœur, qui permettent justement de pouvoir. Oui, puis encore une fois, si on revient au point précédent, c'est que bon, moi, je suis tout seul aussi, donc j'ai envie de dire, je fais un peu ce que je veux avec ce que je gagne, ce que je gagne pas. Tu vois, Oui. donc ça peut être plus compliqué si bah, je fais en sorte que ma société vive. Mais si tu veux, je suis le principal décideur. On n'a pas creusé, mais c'est un autre point par rapport à les grosses boîtes où souvent tu as plein d'intermédiaires, de rouages, tu sais pas qui décide quoi, etc. Bon, moi, je décide de tout, c'est l'avantage. Donc, je fais ce que je veux avec ce que je gagne, ce que je gagne pas. J'essaie de gagner. Donc, ça, c'est un point important. Et arrivé à un certain moment, bah, tu te dis, bah, OK, je peux gagner un peu plus, mais il n'y a pas que ça dans ce que j'ai envie de faire, quoi. Bon, sans tirer les gros sujets de valeur, etc., de mission. Mais il y a un petit peu de ça aussi, où tu raisonnes un peu différent quand tu as 30 ans, que quand tu en as 50 aussi. Génial. Merci infiniment, Eric. Je dirais que c'était un échange enrichissant. Tu nous as fait voyager aujourd'hui. Merci beaucoup. Et pour terminer l'interview, je dirais on pourrait terminer sur le slogan de ton agence que je trouve génial. Oui, c'est alors plus qu'un voyage, le vôtre, c'est celui-là auquel tu penses. Oui, parce que il faut que le voyageur il s'approprie son voyage. Donc, c'est un peu l'essence du sur-mesure, c'est lui qui vient avec sa demande. Et puis, ça se transforme, c'est son voyage, c'est pas moi qui propose le mien, quoi. Ça, c'est essentiel. Alors on terminera sur cette note. Merci beaucoup. Merci Voilà. infiniment. Et alors, oui, t'as pas mis, tu le mettras peut-être dans le site, etc. Oui, Donc, il y a un site, alors je sais pas si tu vas en parler bien ou sûr, ce je serait. mettrai tous les liens dans la description. C'est bien que tu me le rappelles, que je le dise, même si j'allais le faire. En tout cas, vous retrouverez le site, toutes les coordonnées d'Eric en description de la vidéo et vous pouvez le contacter pour
pour réserver votre voyage, pour échanger avec lui sur un projet de voyage que vous avez. Vous aurez en tout cas l'expert sur des voyages sur mesure. Au-delà de juste un simple voyage, c'est un voyage sur mesure qui va vous permettre de visiter un pays dans tous ses aspects, je Et dirais. ouais, un dernier tout petit point par rapport à ça, si les personnes vont faire un tour sur mon site, là, il y a une partie témoignages que je développe en continuité, en fonction justement des retours, ce que j'expliquais. Donc maintenant, j'ai plus de 150 témoignages. Donc c'est Wow. des vrais témoignages des familles ou des personnes qui y sont allées, avec leurs vrais mots, hein, un peu mieux que les avis, enfin un peu plus que les avis Google, avec souvent des photos. Donc c'est des photos prises par les voyageurs, c'est pas des photos Instagrammées prises à droite à gauche. Donc ça, je tiens beaucoup à ça pour qu'il y ait une transparence par rapport au vécu des voyageurs. Trop bien. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir. Et moi, je vais aller voir. Parce que ça, j'avais pas connaissance. Donc, je vais aller regarder les témoignages et les photos. Merci infiniment, Eric. Merci Léla, c'est toujours un grand plaisir d'aborder ces sujets avec toi. Merci beaucoup.